Fais attention, vieille femme. L'un des adolescents grogna, heurtant volontairement Émilienne Duret, 90 ans, et la projetant hors du trottoir, droit dans la trajectoire d'une voiture qui arrivait. Les klaxons hurlèrent. Émilienne, ancienne adjudante-chef-major de l'armée française, vétérane de 3 conflits, retrouva son équilibre juste à temps. Son cœur battait, non de peur, mais d'une colère froide et sourde. Les garçons riaient, se tapant dans les mains comme des coqs fiers de leur coup, la laissant haletante au bord de la chaussée. 20 minutes plus tard, alors que les garçons traînaient encore derrière l'ancienne filature de Montreval, riant toujours, se moquant encore, l'entrée de l'allée fut soudainement obstruée par 2 silhouettes imposantes en tenue de cérémonie de l'armée française. Le son, caractéristique de bottes disciplinées, résonna ensuite. Émilienne ne croyait pas en la vengeance, mais elle croyait au respect, pour l'âge, le service, le sacrifice. Et ces garçons avaient franchi une limite. Émilienne Duret vivait à Montreval, une petite ville tranquille du sud de la France, depuis sa retraite. Ses journées étaient simples. Thé le matin, promenade l'après-midi, parfois un passage à la boulangerie. Son modeste logement était un musée discret de sa vie de service. Photos en noir et blanc de son régiment, lettres usées envoyées du front, médailles soigneusement rangées dans une boîte en bois de noyer. Elle n'avait pas porté son uniforme depuis des décennies, mais elle en gardait l'allure, la droiture du dos, la rigueur du regard. Elle s'était engagée à 17 ans, mentant sur son âge, déterminée à servir pendant la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, peu de femmes étaient encouragées à se battre. Mais Émilienne n'avait jamais demandé la permission pour faire ce qui était juste. Elle avait soigné des blessures par balle en Indochine, désinfecté des bandages sous le feu ennemi, tenu la main de jeunes hommes mourants. En Algérie, elle commandait les opérations logistiques sous des pluies de printemps et des étés brûlants. À Beyrouth, elle coordonnait les évacuations sous les tirs croisés. La poussière rouge du Liban ne l'avait jamais quittée. Quand elle avait enfin quitté l'armée, elle portait le grade d'adjudante-chef-major, la poitrine décorée, les os usés, mais l'âme droite. Elle n'avait jamais fondé de famille. L'armée avait été sa maison, le devoir son époux. À 90 ans, Émilienne marchait plus lentement. Son pas était raide, usé par les années et les blessures jamais complètement soignées. Sa main droite tremblait parfois, souvenir d'une explosion près de Da Nang, mais ses yeux restaient vifs. Et sa voix, même plus douce, portait encore l'autorité d'un commandement. Ce jour-là, le soleil était doux, l'air printanier chargé de lilas et d'un parfum de barbecue venu d'une maison voisine. Elle avait choisi avec soin sa tenue. Un cardigan bleu, bien repassé, un pantalon sobre, des chaussures cirées comme pour une inspection. Ce n'était pas de la coquetterie, c'était un réflexe de soldat, un respect pour elle-même. Dans sa main gantée, elle tenait un petit sac en papier, sa récompense hebdomadaire, un éclair au chocolat, bien frais, tout droit de la boulangerie d'Henri. Son seul luxe. Son appui, une canne en bois d'acajou, sculptée par un ancien camarade de régiment. Chaque pas est une victoire silencieuse. Elle tourna la rue qui menait à la boulangerie, et elle les vit. 4 garçons, avachis sur un banc, occupant tout le trottoir. L'un d'eux avait jeté sa planche à roulettes au sol. Un autre aspirait bruyamment la fin de son soda. Elle les connaissait de vue. Des jeunes du coin, bruyants, arrogants, moqueurs. Elle les avait vus jeter des canettes sur des pigeons, insulter des passants, rire fort sans raison. Habituellement, Émilienne changeait de trottoir, pas par peur. Elle avait vu la mort en face. Mais à son âge, la paix était précieuse, à préserver. Mais ce jour-là, l'autre côté de la rue était bloqué par des travaux. Revenir en arrière? Trop long. Et la chaleur du soleil tapait déjà fort. Alors elle continua d'avancer. Elle redressa un peu le menton, ajusta sa prise sur sa canne. L'aigle gravé sur le pommeau brillait au soleil. « Pardon, messieurs, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Puis-je passer ?» Ils tournèrent la tête. Le plus grand se leva. Casquette à l'envers, pantalon qui tombait trop bas. Il mâchait quelque chose, probablement du chewing-gum. Il la toisa de haut en bas, lentement, comme un loupard sur un parking. « Passer ?» répéta-t-il en ricanant. « T'as quel âge, mémé ? 100 ans ?» Il avança, main dans les poches. « Tu devrais être à la maison, à tricoter. » Émilienne ne broncha pas. « Je vais juste chercher un éclair au chocolat. Un peu de courtoisie ne coûte rien. »
Courtoisie lança-t-il, moqueur. Et ça, c'est courtois? Il tendit la jambe, et en même temps la poussa d'un coup d'épaule. Elle n'avait pas prévu ce geste. Son corps, moins rapide, ne put réagir. Sa canne tomba, ses bras moulinèrent pour garder l'équilibre, mais elle bascula. Un crissement de pneus fusa. Un camion de livraison freina brutalement, glissant légèrement sur un reste de verglas. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. La chaleur du moteur caressa son manteau comme un avertissement. Autour, les passants s'étaient figés. Une mère protégea son enfant. Un homme en costard lâcha son café. Les garçons? Il riait, fort, cruellement. L'un d'eux imita ses bras battants. Tu l'as apprise pendant la guerre, cette chute? On t'a donné une autre canne pour ça, mamie? Émilienne se releva, les mains écorchées, les genoux douloureux. Mais ce n'était pas la douleur qui la hantait, c'était la rage. Une femme accourut de la boulangerie, son tablier encore couvert de farine. « Madame, ça va ?» « Juste une bosse, dit Émilienne, les yeux fixés dans la direction où les garçons étaient partis. « Ils devraient être arrêtés. Des monstres. Non, juste des enfants. » Jamais corrigée, elle ne rentra pas chez elle. Elle se dirigea vers un souvenir. 2 rues plus loin se trouvait le bureau de recrutement militaire. Elle y avait été une fois pour une journée d'hommage aux anciens. Elle se souvenait de l'adjudant-chef Jérôme Masson. Grand, mâchoire carrée, regard droit. Il lui avait demandé « Comment on fait quand on est encerclé à 3 contre 1 ?» Elle avait répondu simplement. Et il lui avait donné sa carte. Elle la retrouva dans la doublure de son manteau, un peu froissé, mais lisible. Son téléphone à clapet était vieux, mais fiable. Elle composa. « Recrutement Montreval, adjudant-issier à l'appareil. Ici l'adjudante-chef-major Émilienne Duret. Je souhaiterais parler au chef Masson. » Le ton de Tissier changea instantanément. « Oui, madame. » Une seconde. Puis, Masson ici. « Jérôme, » dit-elle calmement. « 4 garçons m'ont poussé dans la rue. Je vais bien, mais je me suis dit que ça vous concernerait. Vous êtes en sécurité? Oui. Je suis assise sur le banc en face de la filature. L'allée où ils sont, vous la connaissez. On arrive. Ne bougez pas. » Elle n'attendit pas longtemps. 10 minutes plus tard, ils arrivèrent. 8 soldats, tenue impeccable, visage sérieux. Aucun mot. 2 se postèrent à l'entrée de l'allée. Les autres s'y engouffrèrent. Le rire des adolescents se tut. Puis silence. La voix de Masson s'éleva. Calme. Mais chaque mot portait le poids du devoir, de l'histoire. 5 minutes passèrent. Puis les garçons sortirent. Transformés, pas blessés, mais changés. Leur chef s'arrêta, jeta un dernier regard derrière lui. Quelque chose avait changé dans ses yeux. Pas de la peur, du respect. Un respect difficile à expliquer, le genre qui ne vient pas des mots, mais de la présence, de l'histoire, d'une vérité silencieuse que même les poings ne peuvent nier. Les soldats sortirent, Masson en tête. Il s'approcha d'Émilienne et salua net, comme s'il s'adressait à un supérieur. Situation réglée, à la manière de l'armée française. Elle se leva lentement, mais droite. Droite comme au premier jour de sa première mission, il y a plus de 50 ans. Elle le salua en retour, un hochement précis, mesuré. « Merci, adjudant. »« Pas besoin de merci, madame. Vous êtes de la maison. » Elle sourit. Un vrai sourire, léger, ancien, celui qu'elle n'avait plus offert depuis le jour où on avait plié le drapeau sur le cercueil de son mari. Ce jour-là, elle s'était jurée de ne plus jamais accorder ce sourire-là à personne, de le ranger dans la boîte invisible où l'on garde ce qu'on ne veut pas voir brisé une deuxième fois. Mais ce matin-là, devant ces jeunes garçons redevenus humains, le sourire était revenu tout seul, sans permission, porté par quelque chose de plus fort qu'elle, la mémoire. La fierté, la reconnaissance d'avoir transmis, encore une fois. Les soldats repartirent sans un mot, la rue se refermant derrière eux, comme une mer sur le passage de Moïse. Ce n'était pas une scène spectaculaire, pas de cris, pas de poursuite. Juste une marche, rythmée, ancrée, comme un tambour invisible battant le rappel de l'ordre, du respect. Ce n'était pas la force brute, ni l'arrogance de ceux qui s'imposent. C'était la fermeté tranquille de ceux qui savent d'où ils viennent, ce qu'ils incarnent et pour qui ils marchent. Il n'y avait rien à prouver. Il y avait juste à être là, pleinement, présents comme seuls savent l'être ceux qui ont prêté serment. Leurs bottes frappaient le sol en cadence, mais ce n'était pas le bruit qu'on entendait. C'était l'écho de quelque chose de plus ancien, de plus profond, quelque chose que même les pierres semblaient reconnaître. Ce n'était pas un pas ordinaire, c'était une empreinte.
un rappel. Le passé se superposait au présent, comme une couche invisible de mémoire. Certains, dans la foule, eurent soudain des souvenirs oubliés. Un père en uniforme, une grand-mère pliant un drapeau, un vieil oncle racontant la guerre avec des yeux pleins de silence. Les passants restèrent silencieux. Même les enfants, d'ordinaire si prompts à rire ou à courir, s'étaient figés, comme figés par une intuition ancienne, celle que quelque chose d'important venait de se passer. Une de ces choses qu'on ne peut pas nommer, qu'on ne peut pas capturer sur un téléphone ou résumer dans une vidéo, mais qui vous saisit, vous traverse et reste là. Un enfant avait lâché son ballon. Il ne le ramassa pas. Il regardait. Les yeux grands ouverts, le souffle retenu. Il ne comprenait pas, mais il savait. Une femme âgée, assise à sa fenêtre au 2e étage, avait posé sa main sur la vitre, comme pour bénir ce qu'elle voyait. Un facteur s'était arrêté au milieu de sa tournée. Il avait ôté sa casquette, pas par protocole, par instinct. Un chien même s'était assis, les oreilles dressées, le museau tourné vers la procession, comme s'il comprenait qu'il ne fallait pas aboyer. Quelque chose était descendu sur la rue. Pas une émotion, une densité, une gravité, comme si chaque atome avait pris conscience de son poids. Chaque battement de cœur ralentissait, chaque regard se faisait plus profond. Il n'y avait plus de bruit. Même les pigeons, perchés sur les balcons, ne bougeaient plus. Quelque chose qui ne se voyait pas, mais qui s'imprimait dans la peau, dans les omoplates, dans la nuque, dans les paumes des mains. Une présence, une force muette, une vérité qui ne crie jamais. Elle se pose, et elle reste. Un événement sans spectacle, mais chargé d'un poids qui change la façon de marcher, de regarder, de se souvenir. Une vieille dame avait appelé, et l'histoire avait répondu. Non par la force, par la présence. Un vieil homme à moustache, qui tenait sa canne comme une arme d'apparat, avait lentement ôté son béret en les regardant passer. Une jeune mère, portant un enfant contre elle, avait instinctivement redressé les épaules. Le buraliste du coin, qui n'avait pas bougé de son comptoir depuis 10 ans, était sorti pour suivre du regard la colonne qui s'éloignait, le regard embué, une larme suspendue entre le passé et le présent. Un SDF assis sur le trottoir avait murmuré un merci sans savoir exactement à qui. Le bruit du monde semblait s'être retiré. Même le vent, d'habitude joueur, restait calme, comme s'il avait compris que ce moment ne lui appartenait pas. Quelque chose avait changé. L'air, même, semblait plus dense, moins léger, comme s'il avait absorbé une mémoire nouvelle, une mémoire invisible mais présente, comme une empreinte laissée par des pas qu'on n'oublie pas, comme si les murs, les fenêtres, les feuilles des arbres s'étaient mises à écouter, à témoigner. Oui, même les pierres du pavé semblaient s'être redressées, fières de ce qu'elles venaient de porter. Le trottoir où elle s'était tenue semblait plus droit. Le banc qu'elle avait effleuré de la main brillait un peu plus. Les vitres des appartements reflétaient quelque chose d'autre, une lumière plus profonde, comme si l'aurore s'était discrètement glissée dans l'ombre du quotidien. Ce n'était pas de la magie, c'était de la mémoire. Une mémoire lente, enracinée, celle qu'on ne voit pas pousser, mais qui transforme tout. Une mémoire qu'on ne décore pas de statues, mais qui parle dans les silences, qui marche dans les rues ordinaires, qui redonne sens aux gestes simples, la sienne. Et maintenant, celle de tous. Les garçons, on les revit. Pas tout de suite, pas tous les jours. Mais ils réapparurent, moins bruyants, plus polis, moins en bande, plus seuls, chacun avec ses pensées, ses silences. On racontait que celui qui menait le groupe passait désormais chaque matin devant la maison d'Émilienne, tête baissée. Pas de honte, de considération. Une forme de salut, à sa manière. Il ne frappait pas à la porte. Il ne disait rien, mais il passait, tous les jours, à la même heure. Comme on honore un lieu sacré. Il avait changé de fréquentation. Il restait plus longtemps au lycée. Il avait arrêté de fumer. Il avait même repris les cours d'histoire. Ce fut sa professeure un jour qui raconta qu'il avait demandé un exposé sur les femmes militaires. Elle n'avait rien dit, juste hoché la tête. Il avait eu 18 sur 20. Puis, un matin, une fresque apparut sur le mur de l'école. Elle n'avait pas été commandée, pas autorisée. Mais personne ne la fit effacer. Un portrait d'elle, en uniforme, saluant. Les couleurs étaient sobres, bleu profond, beige doré et le gris argenté des tempes. Dans le coin droit, une citation. « Servir, ce n'est pas obéir, c'est porter. » Il ne signa pas son œuvre,
mais tout le monde savait, et personne ne demanda de sanction. Un jour, alors qu'elle sortait de la boulangerie, il l'attendait. Il tenait un pain sous le bras. Il avait coupé ses cheveux. Il portait une chemise repassée, un pantalon sans trous et des chaussures qui semblaient voler les gestes d'un autre garçon que lui. Il ne parlait pas encore. Il la regardait, simplement, jusqu'à ce que ses lèvres remuent, pas pour n'importe quelle phrase, mais pour celle-là, celle qu'elle n'aurait jamais cru entendre un jour, dans cette bouche-là. « Madame, comment on s'engage » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle l'observa. Il portait encore ses baskets usées, sa casquette vissée sur le crâne, mais son dos était droit. Il tremblait un peu. Pas de peur, de volonté. Elle posa une main sur son épaule. « D'abord, tu apprends à te tenir droit. Ensuite, tu écoutes. » Il acquiesça, et il écouta. Il revint chaque samedi. Il posait des questions, il prenait des notes, il apportait des fleurs pour la tombe de son mari. Il demandait l'autorisation de balayer devant chez elle. Parfois, il restait assis sur les marches, juste pour l'entendre parler de l'Algérie, du Tchad, du Liban. Elle revivait en racontant. Elle transmettait sans le dire. Et lui, il recevait. Mais la ville parlait. Certains disaient qu'elle faisait peur, qu'elle avait appelé des types du ministère, qu'elle avait des connexions, qu'elle pouvait ruiner une carrière d'un regard, qu'elle n'avait qu'à lever le téléphone. Mais ce n'était pas ça. Elle avait seulement rappelé que la dignité n'est pas une faveur, que le respect n'est pas négociable, que le silence n'est pas de la paix, et que vieillir, ce n'est pas devenir invisible. 1 an plus tard, à la cérémonie du 14 juillet, un jeune homme en uniforme passa devant la tribune. Il leva les yeux, la vit, et serra la mâchoire pour retenir ses larmes. C'était lui, le garçon du début. Il n'y avait pas de musique dans sa tête, seulement la voix d'Émilienne, des mois plus tôt, un soir d'hiver. Être un soldat, ce n'est pas porter un uniforme, c'est porter les autres. Il continua à marcher, droit, fier. Et seule dans la foule, elle se leva, lentement, mais droite. Elle salua, et la ville se souvint. Pas de cris, pas de violence, juste une vieille femme qui avait appelé sa famille, et laissé l'histoire faire le reste. Mais la fin, la vraie fin, arriva un matin de novembre. Le ciel était bas. Les volets d'Émilienne restèrent fermés. Les voisins s'inquiétèrent. On frappa à la porte. Pas de réponse. C'est le garçon, devenu soldat, qui força l'entrée. Elle était là, assise dans son fauteuil, son uniforme sur les genoux. Elle avait nettoyé ses médailles. Une lettre, soigneusement pliée, posée à côté. Il la lut, debout, les larmes roulant sans honte. À ceux qui ont oublié leur force. À ceux qui croient qu'ils ne comptent pas. Rappelez-vous, une voix peut changer un quartier, un regard peut redresser un dos, et une vieille femme peut déclencher une armée. Le jour de son enterrement, la ville entière était là, même ceux qui ne la connaissaient pas. Les drapeaux étaient en berne, les soldats présents, les enfants silencieux. Et dans le silence, un enfant demanda à son père « Papa, elle était qui la dame ?» Il répondit « Elle était le rappel. » Le rappel de quoi ? Il hésita, puis dit simplement « De ce que signifie être debout. »